Mesdames et messieurs, bienvenue à Laval et compagnie. Mon nom est Éric Rémy. Et moi, Amélie Paul. Au menu cette semaine, nous parlerons entre autres de la Ligue d'improvisation de Laval qui connaît un retour fulgurant. Vous avez fermé la piscine, peut-être rangé les meubles de patio et qui sait peut-être même le vélo. Avez-vous pensé à vos plantes extérieures? On aura quelques conseils. Quoi faire avec vos végétaux avant l'hiver? Vous aimeriez démarrer votre propre entreprise, mais vous ne savez pas trop par où commencer? Eh bien, on va vous faire connaître le Centre local de développement de Laval. Et puis, on va parler des aînés qui sont de plus en plus nombreux sur le web. Et si jamais vous êtes en train de vous magasiner ce qu'on appelait dans le temps un téléviseur ou un écran plat maintenant, bien, manquez pas notre chronique techno, on aura quelques bons conseils pour vous. L'édition de la semaine du 19 octobre de votre magazine Laval et compagnie débute à l'instant. Après être disparue pendant quelques années, voilà qu'elle est de retour au plus grand plaisir de ceux qui assistent à ces représentations les vendredis soirs au Collège Lotard. Je vous parle de la Ligue d'improvisation de Laval. Pour nous en parler, il est membre du CA et responsable des communications. Il s'agit de Xavier Savard-Fournier. Bonjour. Bien, bonjour, c'est un plaisir pour nous d'être ici. Et ça me fait plaisir de parler de la Ligue d'improvisation, d'autant plus que il y avait un manque. Bien, c'est l'idée de départ de Louis-Philippe Beaulac, notre président, ce manque-là, en fait, qu'il y avait à Laval. Il y a des ligues à Montréal, il y a des ligues sur la Couronne-Nord, mais à Laval, et qu'il y a un bassin d'improvisateurs incroyable au secondaire et au cégep, il n'y avait rien. Mais maintenant, nous, on est là. Qu'est-ce qui a fait qu'elle est justement revenue, cette ligue-là? Bien, c'est un désir de certains joueurs, principalement, bon, le président qui n'est pas là aujourd'hui, puisqu'il est enseignant au Collège Laval, c'est de combler ça et de donner la chance à des jeunes qui allaient à Montréal, qui allaient jusqu'au cégep du Vieux-Montréal, qui reste loin pour des jeunes de la Couronne-Nord et de Laval, d'assister à un spectacle de qualité, agréable et surtout accessible. Parce que le Collège de Tente, pour nous, c'est une salle multifonction superbe. Et surtout à 2 pas du métro Montmorency et de la station Montmorency, où tous les autobus de la Couronne-Nord, qu'on soit à Repentigny, Saint-Eustache, jusqu'à Saint-Jérôme, on a même des joueurs de Saint-Jérôme qui viennent jusqu'à chez nous, ils peuvent venir voir le spectacle avec leur famille. Cet automne, il y a 37 ans que la Ligue nationale d'improvisation existe. Est-ce que vous vous sentez comme des descendants directs? Nous, on s'associe vraiment à cette descendance-là, au sens où on a gardé l'improvisation qu'on va appeler classique, avec les bandes, les gilets de hockey, le style d'arbitrage. C'est quelque chose qui, pour nous, tombait dans une idée de grand public, et c'est ce qu'on voulait offrir, comme les jeunes au secondaire, au cégep. De toute façon, c'est comme ça qu'ils le jouent encore, et heureusement, eh bien, on voulait leur offrir ce spectacle-là de qualité. 4 équipes, 5 joueurs par équipe, c'est ça? Avec un substitut, donc 6 au total. Ce sont des équipes qui portent des noms d'oiseaux de proie. Oui. Parlez-moi des oiseaux rares qui les composent. Bien, c'est les faucons, les harfans, les condors et le dernier qui m'échappe, ma foi. Je vais vous le trouver. Les aigles. Les aigles. Bien, on s'est inspiré, pour être honnête avec vous, un peu d'histoire de Laval. Si vous regardez les armoiries de la ville de Laval, eh bien, au sein de ces armoiries-là, il y a des oiseaux. Bon, c'est pas officiellement des aigles, c'est pas nécessairement des faucons, mais pour nous, c'est important de s'associer avec cette image-là, puisqu'on s'appelle la Ligue d'improvisation de Laval. On veut aider à faire développer la culture à Laval. Et donc, pour nous, c'était normal que de s'associer avec les armoiries de cette belle ville. Bon, vous avez déjà quelques matchs derrière la cravate. Décrivez-moi un peu l'ambiance au Collège Le Temple quand vous faites vos matchs. Bien, très, très satisfait jusqu'à présent. On a une moyenne d'une centaine de personnes qui viennent à chaque match et vraiment de tous les horizons. Et nous, ce qu'on est très content, c'est que les jeunes sont au rendez-vous. Notre grande crainte et ma crainte personnelle durant l'été, lorsqu'on faisait la promotion, c'est de savoir est-ce que les gens du secondaire, les gens du cégep vont vouloir venir ce spectacle. Parce que eux, c'est l'avenir de la Ligue d'improvisation. Exactement. Et c'est surtout une belle porte pour eux pour venir jouer après. Parce qu'une fois qu'on sort du secondaire et du cégep, bien, des fois, il n'y a pas toujours des ligues. Il n'y en avait pas du tout à Laval et maintenant, on en a une. Et on a vraiment un public là, qui va de 7 à 77 ans. C'était ça, justement, ma question. C'est donc installé dans nos mœurs, dans notre culture, les ligues d'improvisation. Je pense qu'il faut encore travailler. Je pense qu'il faut, surtout quand il n'y en avait pas pendant plusieurs années, du temps de la Ligue, la première, la Ligue lavalloise, peut-être que c'était plus simple, mais je pense qu'il faut encore le pousser. Mais les gens sont habitués. On n'a pas besoin de leur expliquer c'est quoi l'improvisation. Ils savent déjà c'est quoi. Mais de là à les amener à passer la porte et venir voir le spectacle, il y a encore quand même un petit peu. On a parlé des joueurs, mais on n'a pas parlé du maître de cérémonie ni de l'arbitrage. Parce que ça aussi, c'est un aspect important d'une ligue d'improvisation. Essentiel pour nous. Et on est allé d'ailleurs se chercher deux arbitres incroyables qui sont Roberto Sierra, connu depuis de longues années, qui joue aux cravates, qui a son école d'improvisation, et Richardson Zephyr, connu du monde de l'improvisation, et particulièrement pour ceux qui sont fans d'humour En route envers mon premier gala, avec ses personnages et autres.
Alors, c'est les vendredis soirs, 20h. Exactement. Collège Le Tendre, c'est la porte 17, juste pour vous le mentionner. C'est 1000 boulevard de l'Avenir à Laval, c'est tout à côté. Ça se prend par le métro Montmorency si on veut arriver. Exactement. Puis une petite marche ensuite. Oui, c'est ça, exactement. Alors, les prochains matchs, 24 et 31 octobre. Le 31 octobre, j'imagine, c'est un thème Halloween ce soir. Oui, on va s'amuser là-dessus, mais ça ne sera pas un match spécial. Notre match spécial sera à la mi-novembre avec quelques cégeps de la région. On leur offre une grande opportunité de venir jouer dans notre décorum. Alors, je rajoute d'autres dates au mois de novembre, 7, 14, 21 et 28. Il y a un match sur la route contre la Limbo de la ville de Boisbriand. On vous attend. Ça, c'est le 30 novembre à la salle polyvalente de l'Ado-Base et puis de retour à domicile le vendredi 5 décembre. 24 matchs en tout, facile à trouver. improlil.com pour tous les détails. Alors, merci. Puis surtout, écoutez, bon succès. Merci à vous. Puis C'est bien. En espérant vous voir avant le absolument. 30, là, vous viendrez. Mais le 30, c'est sûr. C'est parce faites du repérage. Petite rivalité entre Boisbriand et Laval. Merci. Amical, quand Amical, même. bien sûr. Merci. Merci, Xavier. Le diabète, ça se traite, le savez-vous? Eh bien, on reçoit Mme Jocelyne Saint-Amour, coordonnatrice de l'Association du diabète Laval-Laurentide, qui vient nous parler aujourd'hui du plus grand salon québécois consacré au diabète. Bonjour, Mme Saint-Amour. Donc, l'ADL fête son 30e anniversaire cette année et c'est la 16e édition du salon, si je ne me trompe pas. Exactement. Et ça a lieu quand, premièrement, juste pour situer les gens? C'est dimanche le 2 novembre. C'est de 9h30 à 16h. OK. C'est au centre des congrès du Sheraton Laval. Et c'est 5 par personne. Oui. Ça, c'est nouveau de cette année. Oui, c'est nouveau. Mais les gens vont sortir avec un sac d'échantillons, un pain Saint-Méthode. Il y a plein de cadeaux. Oui, il y en a plein. Là. Et gratuit également pour les 12 ans et moins. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe à ce salon-là? Le salon, c'est la plus belle journée pour venir chercher de l'information sur le diabète. Qu'on soit diabétique ou qu'on veut prévenir ou qu'on a des gens dans notre famille, c'est la plus belle journée. On a une 60aine d'exposants dans une salle. Les gens peuvent se promener toute la journée. Ensuite, on a des conférences aussi. 3 conférences dans une autre salle au Sheraton, toujours. Et puis, c'est la journée pour s'informer au niveau de la maladie. On parle d'alimentation, de médicaments, d'insulinothérapie, d'apnée du sommeil, soins des pieds. Enfin, on peut rencontrer tous les professionnels de la santé, que ce soit pharmaciens, infirmières, nutritionnistes, podiatres, infirmières en soins de pieds, j'en passe. Et puis, il y a plein d'activités de démonstration, de dégustation, parce qu'il y a des kiosques sur l'alimentation aussi. Beaucoup des gens peuvent goûter, peuvent acheter des produits aussi qui sont bons pour les personnes diabétiques, qui ont moins de sucre. Et c'est ça. On peut parler aux représentants de compagnies pharmaceutiques aussi. C'est la plus belle journée. Il y a des activités comme prise de glycémie, pression artérielle, cholestérol, parce que souvent, ça va ensemble aussi. Ouais. Donc, c'est l'occasion rêvée de venir rencontrer tous ces gens, puis de poser nos questions, puis de sortir de là mieux informés pour prévenir la maladie ou pour prévenir les complications. Parce que, de ce que je comprends, oui, c'est un salon sur le diabète, mais j'ai l'impression que c'est un salon aussi sur la santé. Même quelqu'un qui n'est pas atteint de la maladie pourrait aller à ce salon-là puis en apprendre sur la santé, acheter les produits. C'est toujours bon, des produits dans qui ont moins de sucre. Oui, c'est en ça. fait. Puis ça s'adresse à la population générale. Puis oui, ce qu'on dit pour les personnes diabétiques, de faire attention à l'alimentation, de bien équilibrer ses repas, de faire de l'activité physique, tout ça, c'est bon pour tout le monde. Dans le fond, c'est pas spécialement pour les personnes diabétiques, mais c'est sûr encore plus pour eux parce que c'est important si on veut bien contrôler et même faire prendre sa pression ou toutes ces activités-là, ça peut être bon. Oui, c'est vraiment... C'est sur le diabète, mais c'est sur la santé aussi. Oui. Et c'est sous la présidence d'honneur d'Isabelle Huot, docteur en nutrition, qu'on voit d'ailleurs à la télé souvent. Et elle va faire des conférences, j'imagine? Oui, elle va faire une conférence. Donc, on a 3 conférences cette journée-là. On a à 10h30 une pharmacienne qui, son sujet, c'est atteindre un taux de sucre correct et suffisant. À 11h30, c'est une podiatre qui est intitulée « Le pied sucré ».
Marie-Christine Torchon, oui, pédiatre. Et 13h30, c'est notre présidente d'honneur, Isabelle Huot, qui est docteur en nutrition. Et son sujet, c'est maigrir intelligemment. Donc, vous avez accès à tout ça pour 5 $. Puis, c'est merveilleux parce que ça passe, c'est une fois par année. Parce que même les conférences, ça peut être pour tous en plus. C'est comme maigrir intelligemment. Oui. Tout le monde qui serait sûrement intéressé à voir ça. C'est une belle activité à faire en famille. Je répète, à l'hôtel Sheraton à Laval, centre des congrès. C'est au 2440 autoroute des Laurentides à Laval, le dimanche 2 novembre. De 9h30 à 16h. Le numéro pour nous appeler si vous voulez de l'info, c'est 450-686-0330 et www.diabetelaval.qc.ca. Vous avez toute l'information là-dessus. Bien, merci beaucoup, Madame. Bien, ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir reçu. On se voit au salon. Parfait. Nos deux prochains invités représentent la chaîne de magasins qui vend des produits, disons, de loisirs créatifs, la plus importante en Amérique du Nord. Elle compte pas moins de 1147 magasins aux États-Unis, au Canada. Rien qu'au Québec, il y en a 12 et une toute nouvelle succursale à Laval-Ouest. Elle est respectivement ambassadrice créativité et lui, directeur régional pour l'Est du Canada. Micheline Petit et Daniel Laprade, merci d'être à Laval et compagnie. J'ai vu votre magasin, j'en ai vu... Bon, et je me suis toujours demandé, c'est quoi cette affaire-là? Décrivez-moi l'expérience client de quelqu'un qui rentre dans un magasin Michaels. Bien, écoutez, s'ils ne savent pas à quoi s'attendre, ils vont faire le saut parce que, justement, la créativité va les frapper en plein visage. En rentrant, là, déjà, il y a toutes sortes de sections. Il y en a pour tous les goûts. On porte bien notre nom, tout pour vos projets créatifs. Alors que vous aimiez faire de la décoration de gâteaux, confectionner vos propres bijoux, du scrapbooking, du tricot, que ce soit des projets pour des bricolages pour les enfants, par exemple, les beaux-arts même, l'encadrement, le floral. Non, mais je peux continuer longtemps. Les gens vont être impressionnés de rentrer et de voir tout ce qu'on a à offrir pour vraiment tous les goûts. La recette Michaels, j'ai regardé ça, c'est quoi? C'est 35 000 produits sur une surface habituellement de 20 000 pieds carrés. Effectivement. C'est quoi? C'est un Toys R Us pour adultes? Un Toys R Us pour adultes, pour enfants, pour les femmes, pour les hommes. Il y a vraiment de tout pour tout. Donc, tout pour vos projets créatifs, encore une fois. C'est vraiment éblouissant, la gamme et la sélection de produits. Effectivement, on parle de 35 à 40 000 différents produits à l'intérieur de nos magasins. D'ailleurs, j'ai vu, parce que j'étais faire un tour sur votre site, d'ailleurs, je vous ai vu transformer une pièce là, pour avoir une salle créativité. Là. Mais j'ai vu, on peut faire un T-shirt d'Halloween, un T-shirt jaune-orange avec du duct tape. Puis, on peut aussi transformer une pièce comme ce que vous nous avez montré. Donc, il y a aussi l'accompagnement conseil avec Michaels, non? Oui, bien, sur le site, c'est clair, sur YouTube et tout ça, mais également en magasin, parce que les associés que vous allez croiser, qui vont vous aider, ils s'intéressent à votre projet, puis ils vont vous guider vers ce que vous avez besoin, ils vont vous inspirer aussi. Le magasin, de la façon qu'il est fait, il y a toutes sortes d'affiches pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ce produit-là. Et vous repartez des fois avec des meilleures idées même que lorsque vous êtes rentré pour trouver quelque chose. Et en plus, Micheline, nous offrons des cours. Oui, c'est donc, vrai. des cours de la formation, donc création de bijoux. On parle des clubs pour les enfants. Donc, pas seulement que nos associés sont très, très impliqués dans vos projets, mais aussi on a des cours vraiment spécifiques là, qui se donnent dans tous les magasins du Québec là, de façon régulière. Décoration de gâteaux, c'est très, très important aussi. Donc, on a 4 différents gammes de cours absolument incroyables. Il faut que je pose la question, Micheline. C'est vrai que le tricot est en train de faire un retour? Oui, c'est vrai. Puis c'est pas juste les dames d'un certain âge, là. C'est à la mode, le do-it-yourself, donc les projets qu'on fait nous-mêmes. Alors, les nouvelles générations, les jeunes filles redécouvrent le tricot, le point de croix et plein de choses comme ça. Ils aiment faire leurs propres accessoires, une petite tuque, un foulard, une sacoche. Donc, tout ce qui est faire des accessoires de mode, c'est pas juste les générations plus âgées. Il y a vraiment un retour en force. Les pantoufles en Fentex, ça va revenir, Oui, ça? oui, on en a du Fentex. Oui, il y a de la demande, c'est vrai. C'est vrai, pourquoi pas? C'est confortable. OK, il y a eu à un moment donné la folie du scrapbooking. Est-ce qu'on est encore là-dedans? Oui, c'est encore très actuel, le scrapbooking. Ça a évolué. C'est peut-être plus juste des albums. Ça peut être des cartes. Ça peut être même du décor maison. On fait des petits cadres. On fait plein de choses avec ces beaux papiers, ces beaux ornements-là qu'on trouve dans la section scrapbooking. Donc, oui, c'est encore très à la mode, mais en plus, il y a toutes sortes d'autres bricolages de papier qu'on peut faire. Le profil de clientèle chez Michaels,
Daniel, c'est quoi? C'est une femme âgée entre 30 et 40 ans. C'est la cliente cible. Par contre, après changer notre créneau, ce qu'on est vraiment créneau professionnel et le créneau amateur. Donc, on s'assure de conjuguer les deux ensemble et d'élargir, si on veut, notre créneau de clients cibles. 12 succursales ici au Québec. 12 succursales aujourd'hui. À compter de vendredi de cette semaine, 14 succursales. Donc, 2 autres succursales qui ouvrent Ville-Saint-Laurent, Saint-Léonard, c'est ça? Effectivement, oui. Effectivement. Et ces magasins-là sont ouverts 7 jours sur 7? 7 jours sur 7, de 9h à 9h, lundi au vendredi, 9 à 5 et 10 à 5 le dimanche. Bon, on va arrêter d'être mercantile. On va parler de l'impact d'une compagnie comme Michaels pour l'emploi ici à Laval. Vous créez quoi comme emploi, comme richesse? Donc, par exemple, si le magasin Lavallois-Sainte-Dorothée, on vient de créer 65 nouvelles emplois. Donc, si on marque 60 emplois fois 15 magasins, là, donc c'est quand même assez important là, comme employeur. L'avenir de Michaels au Québec? Croissance incroyable. C'est quoi, c'est le vieillissement de la population qui fait ça? Non, juste que c'est un marché. Je pense que le Québécois typique, la Québécoise typique, là, on veut vraiment remplir leurs besoins. Donc, le Québec, aujourd'hui, on est dans le Grand Montréal. On est aussi à Québec, mais il y a une croissance absolument incroyable là, pour le Québec, pour combler les besoins de nos clients. Bon, là, il y a l'Halloween. Oui. Qui s'en vient. Ça c'est une folie aussi. C'est sûr. Puis après ça, c'est Noël. Ah, et Noël, on est un magasin, la destination pour Noël. C'est même déjà commencé. Mais, Les lutins de Noël, ça revient-tu à la mode? Oui, oui. Oh, on était tard au c'est Québec pour vraiment l'avoir. désagréable, mais ces là, affaires-là. non, c'est adorable. OK. C'est des beaux temps à famille. Il faut en profiter. Donc, il y a toutes sortes de bricolages que vous pouvez faire pour rajouter dans le sapin ou juste pour passer du beau temps, justement. La créativité, c'est le résultat final, mais c'est aussi le moment qu'on le fait, comment on est fier puis qu'on s'amuse. Bon, parlons des Michaels. Ici à Laval, il y en a 2. Donc, le nouveau 940 Ouest Autoroute Chomédé, c'est le 12e magasin au Québec. 514-317-1546. Il y a le deuxième, 50-20 boulevard Robert Bourassa à Laval, 450-661-2799, si vous voulez regarder tout ce que j'ai eu le temps de regarder ce matin. Canada.michaels.com pour voir tous les produits en magasin, puis aussi les vidéos que vous faites très bien d'ailleurs en passant. Merci beaucoup. Daniel Micheline, merci beaucoup. Mais merci à Ça me vous. fait plaisir. C'est bien. L'activité de Roberta Argello cette semaine est le body vélo, mieux connu sous le nom de spinning en anglais. Je pense qu'il faut être fait fort, Roberta, pour affronter une séance de spinning. Mais tu as déjà fait de la bicyclette à l'extérieur? Oui, mais j'ai jamais eu le courage d'essayer le spinning encore. En fait, c'est une méthode d'entraînement. Et au début, c'est dans les années 90, c'était juste fait pour les professionnels, donc les skis professionnels qui allaient s'entraîner pour le Tour de France, pour être capable de s'entraîner tout au long de l'année avec des conditions climatiques incroyables, donc parfaites. Mais par la suite, ils l'ont amené dans les de groupe, en fin de compte. Oui, On est allé dans des cours de groupe. Donc, c'est fait avec des vélos stationnaires. Ça ressemble beaucoup au vélo qu'on utilise à l'extérieur, donc on ne peut pas bouger. C'est avec un instructeur qui va nous diriger, qui va nous donner la cadence, donc le rythme. Et l'important aussi, c'est la musique. Des fois, on oublie, mais c'est ça qui va nous motiver justement à nous forcer, à aller plus loin. Et on suit le rythme un peu de la musique. Il doit y avoir des moments un petit peu plus... des moments de répit, j'imagine. Exactement. Donc, c'est le cours, là, la façon que c'est fait, c'est 1 heure. On commence par des échauffements, donc une musique un peu plus lente. Et par la suite, donc pendant les 40 prochaines minutes, vous allez faire, donc l'instructeur va vous demander d'augmenter la résistance. Donc, plus que vous augmentez la résistance, plus les pédales vont être dures à pédaler. Et vous allez avoir la difficulté. Donc, ils vont faire des simulations de montée, donc comme vous allez dans une montagne, accélération ou de sprint. Donc, ça va vous demander votre cardio. Vous allez améliorer votre cardiovasculaire, l'endurance et la capacité cardiovasculaire. Et également, aussi, quand tu vas faire le cours, ils vont travailler les biceps et les triceps. On ne pense pas le faire en bicyclette, mais ce qui m'a expliqué justement l'instructeur, c'est que quand tu es à l'extérieur, quand tu vas le plus vite possible, tu dois un peu forcer avec tes bras. Tu ne peux pas juste forcer des jambes. Donc, c'est pour ça qu'ils vont faire travailler les biceps et les triceps. Donc, c'est par rapport à la position que tu vas avoir dans le guidon du vélo, tu vas faire des push-ups
en même temps que tu pédales. Donc, ça va travailler aussi un peu ton haut du corps, mais c'est sûr que c'est plus pour muscler les jambes, les cuisses, les mollets. J'allais dire, on reproduit les conditions de vélo sur route, mais en fait, pas vraiment. Même plus, parce que là, tu vas avoir des montées, tu vas avoir, soit dans l'instructeur, les cours sont toujours différents parce que l'instructeur va choisir les différents rythmes, différentes cadences, en fin de compte, et des résistances. Tout le monde peut faire du body vélo, hommes, femmes, toutes des conditions physiques. C'est sûr que c'est haute intensité. Il faut vérifier avec le docteur si vous pouvez aller le faire avant. Et même, vous allez avoir plusieurs niveaux en même temps pendant le cours. C'est ça, je voulais savoir s'il y avait des niveaux pour les débutants, peut-être. Pas besoin parce que l'instructeur va donner des résistances. Donc, il va dire, là, on va pédaler de 10 à 15. C'est sûr, si toi, tu es un expert, tu vas aller à 15. Si tu es un petit nouveau, tu vas aller avec une résistance de 10. Et tu peux toujours un peu ralentir. On n'est pas obligé d'augmenter le niveau aussi si on n'est pas... C'est sûr que tu es là pour t'améliorer. Mais le premier cours, c'est certain que c'est très difficile de respecter tous les mêmes résistances et niveaux. C'est en fait comme un cours d'aérobie à vélo, si on veut. Exactement, parce que ça travaille beaucoup le cardio. Et c'est très important, par exemple, je vous le dis, d'être bien équipé. Donc, même pour le premier cours de body vélo, un cuissard de cycliste, donc les shorts de cycliste, parce que ça peut faire mal, donc le premier cours, et ça peut être désagréable, donc tu vas peut-être vouloir revenir. Et pour ce qui est des souliers comme d'habitude, donc des souliers de course qu'on utilise pour aller s'entraîner, les souliers de cycliste en crampons avec cale-pied, ça, c'est plus pour l'extérieur. Ou si tu veux vraiment travailler plus les jambes, parce que vu que tu pousses et tu tires en même temps, ça va travailler plus tes jambes. Et le lendemain de notre première fois, ça doit faire mal partout. Quand même, chaque cellule de notre corps doit souffrir. Comme n'importe quel sport, première fois que vous le faites, le lendemain ou même 2 jours après, c'est là que vous le ressentez. C'est un bon exercice pour les femmes qui veulent raffermir les fesses et les cuisses également. Perdre du poids, maintenir son poids santé, parce que vraiment, c'est une grande dépense énergétique. Ça peut aller de 500 à 900 calories par cours qu'on peut perdre. Est-ce que c'est un petit peu trop intense pour faire ça pour la partie cardiovasculaire avant d'aller s'entraîner? Oui, parce que c'est un cours de 1 heure. Oui, c'est ça. Tu peux faire ça et après continuer avec de la musculation pour le haut de ton corps, justement pour compléter l'entraînement. Et c'est où exactement que tu as essayé le spinning? Body Shop, à la Galerie Laval. Je remercie justement l'instructeur Patrick. Il était excellent. Son cours, c'est très demandant, comme tu l'as dit, mais motivant et dynamique. Et si vous voulez plus d'informations justement sur l'horaire, les tarifs ou le cours d'essai, vous allez sur centrebodyshop.com. Centrebodyshop.com. Merci beaucoup, Roberta. Vous rêvez de démarrer votre propre entreprise, vous avez une bonne idée, mais vous ne savez pas trop où commencer, et vous êtes résident de Laval. Bien, si vous avez répondu oui à ces 3 questions, ne manquez pas la prochaine entrevue avec notre invitée, qui est directrice du développement entrepreneurial du CLD, qui est le Centre local de développement. Nathalie Plante, bienvenue à Laval et compagnie. Bonjour, ça va bien? Très, très bien. J'ai regardé ça, des CLD, il y en a partout, hein? De A à Y, de Abercorn jusqu'à Yamaska. Il y en a combien en tout? Il y en a 120 au Québec. Donc, toutes les personnes qui sont en affaires ou qui veulent partir en affaires, souvent, on cherche une source de référence. Mais les CLD, ça devrait être la première porte à frapper parce qu'on est une mine de référence et d'informations et d'accompagnement. Donc, et c'est gratuit? C'est tout à fait gratuit. Et dans certains cas, tout dépendant là, des différents critères d'admissibilité, bien, il y a des subventions et du financement possible aussi dans les CLD. Mais avant tout, souvent, l'accompagnement ou du coaching, on a l'impression qu'on n'a pas de besoin, mais en général, les clients après disent c'est ce qu'ils apprécient le plus et c'est gratuit, donc ça vaut la peine. Pour trouver son CLD, si on n'est pas résident de Laval, on va sur le www.acldq, donc l'Association des CLD du Québec.com. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Est-ce qu'il y a une limite de grosseur d'entreprise? Ou ça, il n'y a pas de critères? Il n'y a pas de critères. C'est sûr, dans certains programmes de financement, oui, il y a des critères, mais pour l'accompagnement, pour avoir des références, de la formation, il n'y en a pas de critères. Donc, une petite entreprise, un travailleur autonome, quelqu'un qui pense avoir une idée d'affaires, bien, peut s'adresser à son CLD. Quelqu'un dit hey, « j'ai une idée géniale, mais j'ai peur de me la faire voler ». Vous n'avez pas lui voler son idée quand même? Ben non, on est lié à la confidentialité tout de même. Puis je vous dirais que, savez-vous, c'est quoi la différence entre des gens qui ont des bonnes idées puis des entrepreneurs?
c'est que l'entrepreneur passe à l'action. Exact. C'est ça. Hein? Donc, plein de monde a des bonnes idées. Chacun d'entre nous, on est passé dans une rue, se dire « Hey, j'aurais dû faire ça, j'y ai déjà pensé, mais est-ce que vous avez fait quelque chose? » En général, non. Donc, il ne faut pas trop s'en faire de partager nos idées. Au contraire, plus qu'on en parle, en général, plus que de chances que ça se réalise. On devient membre d'un CLD ou on fait appel à ses services? On fait appel à ses services. On n'a pas besoin de devenir membre comme tel. Il y a certains CLD qui l'encouragent parce qu'ils veulent créer une communauté comme telle. Nous, ici, à Laval, on n'est pas obligé de devenir membre, mais si on veut avoir accès à nos différentes activités, bien, il faut juste être coché, oui, d'être sur notre liste d'envoi, puis on a accès aux différentes activités qu'on offre. Est-ce que vous avez des chiffres? La CLD a aidé à créer des emplois ou des entreprises? Depuis 1998, à Laval, le CLD a créé ou a aidé à maintenir ou créer à peu près 17 000 emplois. On parle de 602 millions d'investissements générés à travers les différentes entreprises. On parle d'à peu près 3 800 entreprises, nouvelles entreprises qui ont été créées depuis 1998. Et lorsqu'on compare le 602 millions d'investissements versus le 20 millions qui a été investi par le CLD directement, on voit dessus que le retour sur l'investissement est très fort. Parlons du web, parce que le web, maintenant, c'est un incontournable dans le domaine des affaires. Définitivement. D'ailleurs, le E-Tactique 2014 qui s'en vient très bientôt. C'est quoi? C'est une journée de conférence? C'est une journée de conférence. On est en collaboration avec le HEC de Montréal. Donc, c'est des conférences de haut calibre qui parlent. Il faut que les entreprises qui se présentent, il faut qu'elles aient déjà un site Internet puis qu'elles se soient déjà penchées sur la question parce que c'est des conférences pas de départ, mais lorsqu'on veut... Qu'on sache déjà dans quelle zone on navigue, c'est ça? Exact. On veut performer davantage. C'est une journée où ce qu'on regroupe souvent, là, ça coûte des fortunes à avoir accès à ces gens-là. Donc, on regroupe en une journée qu'on condense tant des conférences au niveau du e-commerce que sur les stratégies marketing. Ça, c'est jeudi 13 novembre au Sheraton de Laval. C'est de quelle heure à quelle heure à peu près? C'est de 8 h le matin à, je crois, 19 h, pardon. Ça coûte quelque chose. Oui, il y a des frais quand même pour ça. On peut s'inscrire. On peut s'inscrire pour... Puis les early birds, ceux qui s'inscrivent, excusez-moi de l'anglicisme, qui s'inscrivent tôt. Oui. Donc, ils ont un prix spécial. OK. E-Tactique, alors E-tactique au pluriel.com pour avoir tous les détails de E-Tactique 2014. Sinon, numéro de téléphone du CLD, ici à Laval, 450-978-5959, quel beau numéro, ou info@cldlaval.com. Nathalie, merci pour toutes ces informations. Comptez sur nous. Merci beaucoup. On est là pour vous. Excellent. Merci. Au revoir. Protéger nos végétaux contre les rigueurs de l'hiver sans nécessairement les ficeler comme des colis? Eh bien, nous recevons Marie-Josée Benoît des Serres Sylvain Cléroux pour nous expliquer tout ça. Bonjour, Marie-Josée. Bonjour. C'est pas tous les végétaux qui ont besoin de protection. Comment on fait pour savoir c'est lesquels qu'on doit protéger? Ça dépend pourquoi on veut les protéger. On peut les protéger simplement des personnes qui déneigent nos entrées, soit parce qu'ils vont se faire écraser par la neige, soit à cause de la rusticité. Il y a des végétaux qui sont très beaux, mais qui ne sont pas tout à fait adaptés pour le climat du Québec. Donc, ça leur prend vraiment chaleur de plus pour passer au travers de l'hiver. Il y a plusieurs ennemis. Il n'y a pas juste le froid. Il y a justement le déneigement, il y a le gel, dégel, il y a la sécheresse aussi. Le vent. Le vent également. Et puis, bon, et comment on fait exactement? Ça dépend de ce qu'on va faire. Si pour le cil est généralement très rustique, mais s'il est sur le bord de la route, ça prend absolument une toile de plastique avec une clôture à neige pour le protéger, pour pas que le cil abîme les cèdres. Okay. Si c'est une haie de feuillus, on la recouvre complètement avec la clôture à neige et le plastique, mais il faut que ça soit à 6 pouces pour pas que le plastique touche. OK. Vraiment. Puis c'est important au printemps, quand on enlève la protection, de bien arroser, quand même s'il y a eu une toile. Sinon... c'est vraiment des plantes pour le froid. C'est vraiment du géotextile comme ça. Pour les feuillus,
C'est vraiment pas compliqué. C'est spécifique pour ça, d'ailleurs. Oui, on met quelques épaisseurs, par exemple, ça prend plus qu'une épaisseur. OK, oui, c'est très mince. Et puis ça offre une protection vraiment, comme Oui. un peu contre le froid. Oui, parce que ça le tient rabattu, collé. Puis il y a les Aussi filets contre le aussi vent, oui. pour les conifères comme ça. Ça les tient ensemble pour pas qu'ils rouvrent par le poids de la neige. C'est important. Toutes les conifères qui sont érigés, c'est plusieurs branches. On prend de la ficelle comme ça, de jute. On attache les troncs ensemble à l'intérieur pour les serrer, pour pas qu'ils rouvrent avec le poids de la neige. OK. Souvent, c'est collé près des maisons. Le toit se vide dessus. Ça les abîme beaucoup. Puis c'est important d'enlever la corde au printemps. Oui, bien c'est ça. Au début de l'hiver, ou plutôt à l'automne, j'imagine. À l'automne, ça se passe octobre, comme novembre. ça serait le bon. Non, c'était trop tôt encore. Trop tôt, Vraiment, parce faut qu'il y qu'on ait veut pas des vrais l'étouffer. gelés. OK. Faut qu'il y ait des vrais gelés. Parce que s'il y a un redoux, comme c'est le temps de ces jours-ci, ça va vraiment faire chauffer l'arbre. Puis on va le perdre. OK. On va vraiment perdre le feuillage. Et, Tout ce qui est buis, genévrier, toutes les cèdres, puis même les tuyas comme ça, les cèdres qui sont dorés sont plus sensibles. Fait que Et- c'est important vraiment de protéger. avant de faire tout ce processus-là, on doit les arroser Abondamment. abondamment. Très OK, important, comme- oui, pour que ça descende, qu'il y ait de l'eau en bas du niveau du gelé. Et on enlève la protection quand exactement? À partir de mars, fin mars. C'est important. Là aussi, parce qu'il va y avoir des redoux, il ne faut pas que ça chauffe à l'intérieur. Et j'imagine qu'il y a des risques que les plantes étouffent s'ils sont... Ouais, c'est pour ça, ça respire. Le filet aussi respire, mais les toiles de plastique pour protéger des selles de trottoir puis de rue, là, c'est important que ça ne touche pas. Vraiment. Pour que ça respire en dedans, à l'intérieur. Sinon, ça va faire de la moisissure. OK. Et puis, Parce que c'est en plastique. Quand c'est juste protégé du sel, ça prend une toile de plastique parce que ça passe au travers. et pour La bonne vieille bâche. Oui. Et pour ce qui est des vivaces... La plupart des vivaces n'ont pas besoin de protection hivernale, à moins que ça soit il y a des hibiscus. Tout ça, les premières années, c'est important d'en mettre une. On peut tailler à peu près à 30 cm et se servir d'un cône comme ça. C'est aussi bon pour les rosiers. Ça aussi, les rosiers, il faut les tailler à 30 cm. On remplit de feuilles mortes. Il faut s'assurer que les feuilles n'aient pas de maladies fongiques, que ce soit des feuilles saines. Très, très Comment important. on fait pour savoir pas qu'il y ait de petits pois dessus? Pas de petits pois, de points blanc, de dessus? mildiou, là, le OK, blanc. ouais. Très, très important. Ça, c'est des feuilles qui sont à détruire. On ne garde pas ça sur notre terrain. Le cône, pour les rosiers, c'est génial. On met une pierre sur le dessus. On peut faire la même chose avec ça, le géotextile, mais on le fixe avec des piquets, tout simplement. C'est important, les rosiers à la greffe, parce qu'il y a une jonction de greffe, parce que tous les hybrides de thé, les grandifolias, c'est tous des rosiers qui sont plus rustiques. Renchausser vraiment d'un bon 15 cm, toute la greffe, qu'elle soit à l'abri complètement avant de mettre le cône ou le géotextile. Donc, c'est correct, on peut les laisser dans leur peau aussi. Dans le pot, non, c'est pas évident. Les pots, c'est pas isolé. Là, ils sont en contact tout autour du pot avec l'air froid. Ça, c'est vraiment pas à conseiller. Soit qu'on les plante en pleine terre ou ça prend des contenants qui sont isolés, des bacs isolés avec du styromousse, vraiment, ou des pots isolés avec du styromousse. Sinon, on peut pas, il faut vraiment les rentrer à l'intérieur. Donc, on peut vous appeler aussi au Serre Sylvain Cléroux Oui, si on a venez nous besoin voir de en tout conseils, temps, oui, aussi oui, acheter, oui. évidemment, Oui, tous les les produits, matériaux là. nécessaires. Exactement. Oui. Bien, merci Ça va nous beaucoup, faire Marie-Josée, plaisir. et attendez au mois de novembre. Important. Très important. Et fin mars, on désabrit. On désabrit en fin mars. Merci beaucoup, Marie-Josée. Merci. Si vous êtes finissant ou avez été professeur au Collège Montmorency en soins infirmiers entre 1974 à nos jours, on vous cherche. Tout ça dans le cadre d'un 40e anniversaire de ce programme. Pour nous en parler, nous avons Madeleine Dalphon-Guiral. Bonjour, Madame Dalphon. Bonjour, monsieur l'animateur. Comment ça va? Ben, ça va super bien. C'est aussi un peu votre 40e anniversaire à vous, parce que vous avez vous été êtes professeur. généreux, vous êtes généreux. Écoutez, j'ai eu la chance d'enseigner au Cégep Montmorency dès la fondation et j'ai participé à la mise en place du programme, particulièrement des soins infirmiers en pédiatrie. J'ai été à Montmorency pendant 17 ans et pour moi, ça a été une expérience exceptionnelle parce que j'ai rencontré des jeunes, j'ai rencontré aussi des étudiants adultes qui m'ont tellement appris sur l'idéal, sur la volonté, sur le goût de rendre service à l'autre. Alors, comme c'était des valeurs que je partageais, pour moi, bien, j'ai grandi avec tout ça et donner un coup de main pour la
la préparation du 40e anniversaire des retrouvailles, pour moi, c'était comme un cadeau. On boucle une boucle, c'est ça un peu? Bien, c'est-à-dire, on dit, il y a eu des choses importantes dans nos vies. Toutes nos vies sont faites avec des anniversaires, hein, C'est vrai, quand on les regarde. c'est vrai. Et quand on s'engage dans la vie, qu'on choisit une profession, c'est un gros morceau. Et là, au bout de 40 ans, on fait le bilan. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, justement, 40 ans, c'est jeune ou c'est vieux pour un programme de soins infirmiers? Bon, écoutez, les infirmières, avant les cégeps, étaient formées dans les hôpitaux. OK? Donc ça a duré des décennies et des décennies. Les cégeps existent depuis plus que 40 ans. Et c'est comme on est dans les vieux collèges qui donnent le programme. Donc, on a une très bonne expertise et on est très fiers de nos étudiants, de la façon dont ils ont rendu service à la population, comment ils se sont illustrés dans leur profession. Et on a des exemples dont on n'est pas peu fiers. Comme? Ah, je ne sais pas si je vais dévoiler des choses. Je vais vous étonner. Stéphane Fallu. Oui. Tout le monde connaît Stéphane Ben oui, Fallu. ben oui. Ben, Stéphane Fallu L'humoriste. a eu sa formation en soins infirmiers. Chez vous. Exactement. Au Collège Et j'ai Montmorency. eu le privilège d'être un de ses profs. Alors, ça, c'est mais c'est un cas Parmi tant à d'autres. part. On parle justement de combien de finissants et de professeurs que vous aimeriez avoir ou Bon, auxquels écoutez, vous je vais, les vous rechercher en dire, ce je vais moment. vous dire un secret. On a plus de 2000 étudiants. Ça rentrera jamais dans l'école, 2017, ben, je veux dire, j'ai suffisamment d'expérience pour me dire que si on en avait 15 Ah oui, pas plus que ça. Non, il faut être bien conscient que pourquoi je suis contente d'être ici ce matin, Oui. c'est pour diffuser l'information, parce que la chose la plus difficile, c'est de diffuser l'information. C'est vrai. Il est très clair qu'on n'a pas les coordonnées de nos 2000 étudiants. À l'ordre des infirmières, ils les ont, mais ils ne me les donneront pas, parce qu'ils vont être obligés de communiquer avec chacun. Je veux dire, ça n'en finit plus. OK. Donc, il nous reste 2 minutes. Diffusons l'information. OK? Bon. Je vais vous donner d'abord l'endroit. Retrouvailles et hommage aux anciens étudiants du Collège Montmorency. Tenue de ville. Il faut envoyer un chèque de 40 $. Oui, ça, c'est très important. Avant le 31 octobre 2014, au nom du Collège Montmorency. On va le mettre à l'écran, là, au 475 boulevard de l'Avenir Laval, H7N 5N9, boîte postale 521. OK, on va le laisser là pendant quelques Est-ce instants. que je peux rajouter? Ben oui, allez-y. De mettre la boîte postale est fondamental parce que ça va aller dans un casier postal et là, on va savoir que c'est pour les retrouvailles. Parce que le Collège Montmorency, c'est gros, hein? Il y a plein d'affaires dans le Collège Montmorency. Alors, n'oubliez pas de mettre la boîte postale sur l'enveloppe dans laquelle vous aurez inséré votre chèque qui va nous faire tellement plaisir à avoir. Vendredi 21 novembre, à 18 h, c'est au Collège Montmorency. Bien sûr, il y aura quoi, entre autres, outre les retrouvailles? Bon, écoutez, juste ça, ça remplit. Vous êtes déjà allé à un souper avec votre chum d'enfance. Oui. Hein? On parle, puis un café, 2 cafés, bon, ça va être la même chose. Sauf que, bien sûr, on a une présidente d'honneur qui est une femme exceptionnelle qui s'appelle Denise Blanchet, qui est très connue à Laval, qui a été directrice générale du Cégep, mais qui est une infirmière de formation, donc qui a été très, très près du département soins infirmiers. Alors, elle a accepté la présidence d'honneur. On va avoir... Stéphane m'a juré qu'il ferait l'animation. Alors là, je lui mets un peu de pression. C'est bon, c'est bon. Il m'a juré qu'il ferait l'animation et je pense que s'il me l'a juré, il va le faire. Alors, il va y avoir des choses amusantes, des choses rigolotes. Alors, ajoutons que ce 40e anniversaire, c'est un cocktail dînatoire. Ce sont bien sûr des retrouvailles. Vendredi 21 novembre à 18 h au Collège Montmorency, comme je vous l'ai dit. Il y a une page Facebook, cocktail dînatoire et retrouvailles, vous pouvez facilement trouver. Vous allez pouvoir entrer par la porte numéro 3. Si vous venez en métro Montmorency, c'est juste à côté, comme vous le savez. Puis si vous venez en voiture, le stationnement va vous coûter 7 $. Puis numéro de téléphone, vous voulez avoir des renseignements, je le donne. C'est correct, hein? Oui, bien sûr. 450-975-6100, poste 7156. Alors, 450-975-6100, poste 7156. Il ne vous reste et il ne me reste qu'à vous souhaiter un bon 40e anniversaire pour ces retrouvailles. Je suis convaincue que ça va être tout à fait réussi et qu'on va avoir des plaisirs absolument exceptionnels, dont on va se rappeler pour 40 ans encore. Pas moi, là. On se revoit dans mais 40 les ans. autres. On se revoit dans 40 ans. C'est ça. Merci, Mme Guérard. Merci infiniment. Merci infiniment.
Notre chroniqueur techno, Jean-Philippe Leroux, nous entretient cette semaine sur les téléviseurs et comment faire un choix éclairé. Bonjour Jean-Philippe. Salut Émilie, ça va bien? Ça va très bien. Écoute, là, on se perd un petit peu dans les téléplasmas 3D. Il y en a beaucoup, hein? Il y en a beaucoup. Je voulais parler de ça parce que c'est la saison, hein, le retour de nos séries préférées, du sport, le hockey, c'est de retour. Alors, si on se magasine un téléviseur, quoi qu'on achète. Écoute, il y a plusieurs marques, c'est sûr, mais je vais t'en parler de 5 en particulier parce que ce sont probablement elles qui sont de meilleure qualité ou les plus répandues dans le marché. Entre autres, si on regarde comme Sony, c'est elle qui va offrir la meilleure qualité de son. Il y a Samsung aussi qui est très répandu dans le marché, très, très connu. Sharp qui offre une qualité d'image. Moi, c'est ce que j'ai à la maison, j'ai beaucoup aimé. Il y a également LG. LG représente probablement le meilleur rapport qualité-prix face à notre budget comme marque, et Panasonic. Très répandu, Panasonic, entre autres, dans le plasma. Ça, ce sont les compagnies, grosso modo, qui se distinguent, qui sont le plus vendues davantage. Et par la suite, si on veut parler de modèles, de type de télévision, encore là, il y a tellement de nouveautés, c'est dur de s'y perdre, c'est pas facile, en fait, de faire un choix là-dedans. ACL, qui était assez répandu il y a quelques années, maintenant perd beaucoup de terrain. En fait, il y a des magasins grande surface qui ne tiennent même plus ce type de téléviseur. Et pourquoi donc? Tout simplement parce que la technologie a évolué. Il y a quelque chose encore de meilleur là, disponible sur le marché. On peut en trouver encore, surtout pour des petits téléviseurs. Si on n'a pas trop de sous à mettre sur un téléviseur, c'est peut-être encore possible. Par la suite, il y a le plasma. Le plasma, c'est ce qui est probablement le plus représentatif d'un écran de cinéma, en fait. Moi, j'aime moins ce type de téléviseur-là parce que beaucoup de reflets dans la télé, c'est pas quelque chose que j'apprécie en particulier. Il faut souvent mettre notre téléplasma vraiment dans un endroit plus sombre pour une meilleure qualité d'image. Alors, c'est quand même assez vendu dans ce type de modèle-là. Par la suite, Dell qui offre une très belle qualité d'image, très, très vendue aussi, et même que récemment, il y a OLED. Là, par exemple, il va falloir sortir... OLED! J'ai jamais entendu parler de ça. C'est ça, OLED, va falloir débourser davantage pour ce type de télévision. Et ça gagne à être connu, à être vendu davantage. Vous allez les remarquer en magasin, une qualité d'image, c'est exceptionnel. Alors, grosso modo, ça, ce sont les modèles. Et on peut avoir aussi la télé 3D, les Smart TV qu'on appelle les télévisions intelligentes, avec nos applications dans l'écran. On est connecté sur Internet. Ça, je te dirais que c'est très populaire pour la famille. Avec les ados, entre autres, à la maison, là, la Smart Télé, c'est sûr et certain qu'ils vont être bien contents d'avoir ça. Et grosso modo aussi, les télés courbées, c'est-à-dire que les extrémités de la télé sont courbées pour encore là avoir une impression de meilleure qualité d'image ou de proximité, en fait. Alors ça aussi, on peut magasiner ça, mais il faut encore sortir davantage notre portefeuille si on veut ce type de télé. Et tu parlais de LG qui avait le meilleur rapport qualité-prix. C'est à peu près combien? Bien, en fait, je te dirais que, grosso modo, ce qui est tendance actuellement dans le marché, c'est d'abord une grandeur d'écran de 55 pouces et on peut en avoir moins cher, mais grosso modo, on me disait en magasin qu'entre 1000 et 1500 $, c'est à peu près la brochette de prix que l'on met actuellement pour s'acheter un téléviseur. Et quand on dit que maintenant 55 pouces, c'est énorme! Mais c'est rendu une grandeur moyenne, imagine-toi. Moi, j'ai 50 pouces, il me semble que c'est énorme. Quand même, à un moment donné, ça prend un livreur pour t'aider à l'amener à la maison parce que... Et si on veut être à la fine pointe de la technologie avant-gardiste, ça serait quoi la télé de l'avenir? Avant, je veux te parler peut-être de la télé de l'avenir. Là, c'est pas nouveau, mais ça commence à être vendu davantage. C'est l'Ultra HD, qu'on appelle aussi 4K. Ça, Amélie, écoute ça, c'est tellement... plus HD encore. C'est 4 fois mieux qu'une télé HD. Et même que les Japonais, pour les Jeux olympiques de 2016, veulent sortir le 8K. On me disait, là, pour représenter un peu ce que ça donne comme qualité d'image, c'est encore mieux que le monde réel. C'est comme regarder le monde réel à travers une fenêtre. C'est fou comment que c'est beau, mais là, par exemple, c'est plusieurs milliers de dollars. Pour ce qui est de l'Ultra HD, il y a Netflix qui propose des contenus. On peut en retrouver sur YouTube aussi, certains films, mais ça reste pas assez répandu pour l'instant. Alors, ça va gagner en popularité, mais c'est ce qui se fait de plus récent. Si tu m'enlignes sur la télé de l'avenir, du futur, en fait, ça me fait penser un peu au film Retour vers le futur parce que c'est pratiquement un hologramme. On peut s'attendre à une espèce de télé à plat. À plat avec... un hologramme qui est projeté. Reste à voir, là. C'est pas demain la veille que ça va sortir parce qu'on dit en fait que la télévision de l'avenir, ce sont nos tablettes.
c'est plus autant une télé. On va vraiment regarder notre contenu sur les tablettes. Par contre, on va quand même se réunir en famille, entre amis pour un match de sport, pour un film en famille. Ça va toujours être sûr. un classique. Ça va être un classique, mais de plus en plus, ce sont les tablettes qui prennent du terrain, en fait. Et c'est moins cher aussi, il faut dire. Mais pour les télés Ultra HD, autant attendre quelques années. Et puis, elles vont être accessibles à tous, j'imagine. Déjà, le prix a baissé depuis la sortie. C'est sorti déjà depuis plus d'1 an. Mais on parle de milliers de dollars. Moi, personnellement, je ne serais pas nécessairement prêt à mettre 5 000 $ pour une télé parce que la durée de vie moyenne d'un téléviseur, tout dépendant de l'utilisation, c'est 5 ans. Alors, à un moment donné, il faut faire des choix éclairés à ce niveau-là. Et entre autres, là, je lisais comme difficulté, ce qui brise le plus souvent avec les téléviseurs, ce sont les panneaux de l'écran. Et on me conseille même pas ou presque de le faire réparer, à moins d'avoir acheté une garantie prolongée, parce que le coût de réparation est presque la moitié de la valeur de la télé neuve. Alors là, à un moment donné, c'est complètement ridicule. Bien, c'est devenu comme les ordinateurs, la technologie désuète très rapidement. Tout ce qui est électronique, en fait, c'est désuet, le temps de le dire. Bien, merci beaucoup pour ces renseignements, Jean-Philippe. À la semaine prochaine. Oui, on se voit la semaine prochaine. Excellent. Merci. Les aînés n'ont jamais été aussi nombreux à surfer sur le web. D'ailleurs, nos 2 prochains invités sont bien placés pour le savoir, puisqu'ils sont respectivement membres du CA et webmestres du RIAC. Qu'est-ce que c'est que le RIAC? C'est le réseau Internet aîné du Québec. Je reçois André Drouin et René Beauchamp. Merci, messieurs. Bonjour. C'était correct, la présentation? Ça allait comme ça? C'était bien. Je vous voyais. Oui. Combien est-ce qu'il y en a d'aînés sur le web? Est-ce qu'on a un chiffre? D'aînés, ouais. On a des pourcentages. Oui. On peut parler un peu de pourcentage. Oui. Allez-y donc. Donnez-moi des chiffres parce que je sais qu'il y en a, mais on ne sait pas trop combien. D'abord, je voudrais juste, spécifier que c'est le réseau d'information des aînés du Québec, au lieu du réseau d'Internet. Bien que ça revient un peu à la même chose. C'est correct. Et dans les statistiques, en moyenne, les aînés ont passé en 2013 14 heures par semaine sur Internet. Alors, parmi eux, une plus grande proportion qu'en 2012 sont rendus maintenant sur les tablettes numériques. Oui, c'est parce que ça aussi, les outils, puis vous êtes un bel exemple, René, il nous a ouvert sa phablette et son laptop directement comme ça devant nous. Donc, la technologie aide de plus en plus les gens, même s'ils ne sont pas, moi je dirais, techno-éduqués, maintenant c'est facile. C'est ça. On peut avoir un ordinateur complet dans notre main. Ici, ça ressemble vraiment à un ordinateur, mais s'il y a un petit bouton ici, je clique là-dessus, ça devient une tablette. La tablette. Alors, c'est séparé. Si je travaille comme ça, je vais taper avec le clavier à même l'ordinateur, mais si j'aime pas ça, je la remets en place ici, puis j'ai un vrai clavier avec lequel travailler. Donc, c'est un double ordinateur. Celui-là, il est avec Windows 8, donc c'est le dernier cri. Vous, c'est une passion pour vous, là, ça. Je vous entends me décrire ça. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Là. Oui, c'est ça. Justement, c'est quelque chose que vous avez dû apprendre. Bien, il faut toujours être un petit peu en avant de tout le monde. Oui. Au fait, au RIAC, on donne 3 ateliers spéciaux sur les tablettes, dont une avec Windows, l'autre avec Android et la 3e avec iPad. Comment est-ce qu'ils se débrouillent, les aînés, avec les nouvelles technologies? Bien, ils adorent ça. Regardez, comme ça. Vous, oui. Mais ça. Sinon, la majorité des gens, oui, ça va. C'est curieux. Les dames, ce qu'elles préfèrent, c'est un écran 8 pouces. Ça, c'est du 10 pouces. C'est un peu trop grand pour elles pour le mettre dans le sac à main. Là. OK. Mais avec 8 pouces, elles sont très heureuses. Ils apportent ça en voyage et ils communiquent avec qui ils veulent parce qu'ils peuvent avoir l'Internet presque partout dans les restaurants et les hôtels. Alors, pour eux, c'est un outil indispensable. René, j'ai vu qu'il y avait des cours et vous peut-être en faire la nomenclature, mais j'ai vu, entre autres, initiation Internet, c'est important. Oui, hein? Oui, absolument. Les nouveaux membres du RIAC, parce que pour avoir tous ces services-là, ateliers de formation, dépannage, gratuitement, il faut être membre de RIAC. Et pour être membre, c'est seulement 15 $ par année. Alors, c'est le minimum là, pour avoir une carte. Mais on a une centaine d'ateliers qui durent 1 heure à la fois, toujours donnés en ligne. Donc, dans le confort... Donc, on est dans la maison, dans le confort de son foyer. Puis on va comprendre. Exact. C'est quoi les problèmes encourus les plus communs avec les personnes âgées? Actuellement, on a beaucoup de problèmes de menaces. Les gens sont protégés contre les virus, en général. Ça va assez bien.
Mais des menaces, c'est pire que des virus. Subitement, il y a de la publicité qui apparaît sur votre écran. On va faire une analyse, on va vous dire ça vous coûte 100 $ ou plus pour corriger le problème. Donc, il y a de la fraude. Beaucoup de fraude, malheureusement. Alors, les personnes qui nous ont appelés, qui avaient dépensé 500 $ pour se faire dépanner, alors que nous, c'est gratuit. Ouais. Alors, on dit, écoutez, ne tombez pas dans ce piège-là parce que c'est un problème. Il y a des logiciels qui nous protègent pour ça et notre service de dépannage est extrêmement populaire parce que les aînés, quand ils sont mal pris, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Prendre l'ordinateur, puis quand c'est tout petit, ça va, mais quand c'est plus gros, il faut le transporter. Et là, pour que les entreprises regardent l'ordinateur, juste le regarder, ça vient de coûter 45 $. Ils n'ont rien fait encore, là, hein? Bon, les aînés, même s'ils achètent pas souvent en ligne, quand ils le font avec des sommes beaucoup plus grandes. On parle même de 417 $ par mois. Donc, l'avenir est là. L'avenir est là pour nous. Et on donne des ateliers sur comment acheter en ligne, comment vendre en ligne aussi, parce que tout se fait maintenant via l'Internet. Puis même classer ses photos de voyage. Ça a l'air de rien, là, mais c'est important maintenant avec la technologie digitale. Alors, pour plus d'informations, je vous donne le numéro de téléphone de la RIAC. C'est le 514-448-0342. Ou sinon, il y a une ligne sans frais, 1-866-592-9408. Et sinon, en ligne, riac.ca, R-I-A-Q. Et non pas Irak. Non, c'est vrai, vous avez raison. RIAC. Vaut mieux ça. René, André, merci infiniment. On continuera, bien sûr, de vous appuyer si vous avez besoin de diffusion. Venez faire votre tour ici à la Vallée Compagnie. C'était un plaisir. Même chose. Bonjour, ici René Poulain. Bienvenue sur le site de RPM Autopassion. Aujourd'hui, on parle muscle car avec Michel Blanchard et son Camaro 1969. Bonjour Michel, ça va bien? Bonjour René, ça va bien? Écoute, beau véhicule. Ton véhicule, tu l'as vraiment pas eu comme ça. Je pense que tu t'as acheté une carrosserie. Comment c'est arrivé, ça? Dans le fond, moi, j'ai acheté la carrosserie peinturée. Mais là, il restait à faire la mécanique, l'intérieur, les vitres. Autrement dit, c'était quasiment juste la tombe, tu sais. Côté peinture, c'était tout fait au complet? La peinture était faite. Toi, tu avais la mécanique, l'intérieur à faire, la suspension, tout? Suspension, toutes les freins, ligne à gaz, ligne à break, tout est à faire, autrement dit. Est-ce que tu as modifié ou tu as mis l'original de la Camaro? C'est presque l'original. OK. Dans le fond, j'ai mis les freins originaux, le tank à gaz, toutes ces choses-là. Si on parle de frein, on parle de tambour, disque, bien entendu. Disque en avant. Le moteur, c'est un 427 dans les mêmes années, qui était refait. La transmission a été refait aussi. Mécaniquement, il est refait à neuf. Si on regarde l'intérieur, on voit que les sièges, les tissus sont comme les originaux de 1969. Par contre, il y a une petite différence. C'est-tu pour avoir un meilleur support? Meilleur support latéraux. Surtout le fond du siège est plus confortable, autrement dit. Y a-tu du support lombaire que tu as rajouté? Non, c'est une compagnie qui fabrique comme les air-pompes intérieures. OK. Avec les nouvelles housses qui vont par-dessus, adaptées pour ces formes-là. Si on parle de volant de bois, c'était vraiment de l'azote 28? C'était de l'azote 28, oui. OK. Côté peinture, tu me dis que c'était tout fait. Toi, tu n'as vraiment rien touché là-dessus? C'est un de mes copains qui l'a peinturé, la voiture. Ah, OK. La voiture, je la connaissais. C'est un véhicule que j'allais voir quasiment presque tous les jours. Puis celui qui l'a fait faire, bien, lui, il a décidé qu'il ne la terminait pas. OK. Moteur, tu m'as parlé d'un 427. On parle de 430 chevaux. Transmission, c'est une Turbo 400, j'imagine? Turbo 400, qui est d'origine. Transmission, bien entendu, c'est une automatique, la turbo, une 3 vitesses. OK. Côté chrome, on va aller voir le moteur, côté compartiment moteur, parce que c'est vraiment c'est une œuvre d'art, finalement. C'est ça. Compartiment moteur, bien entendu, on parle du 427 toujours, qu'on a parlé tantôt. La seule affaire, c'est que c'est vraiment un petit bijou, parce que tu as du chrome partout, que ce soit ton radiateur. Toi, tu as fait chromer pièce par pièce, tu as décidé de tout mettre. C'est ça, il y a beaucoup de pièces qui se vendent déjà chromées. Le radiateur en aluminium, mais adapté pour fan électrique. T'as-tu la climatisée ou c'est deux? Climatisée. OK, oui. Ouais, la climatisée est intégrée. Et les headers? Les headers, couvert d'aluminium, les poulies. C'est des booster à break, master cylindre chromé. Côté chaud, est-ce que tu as fait t'as été présenter pour faire de... Je fais des shows, mais de temps en temps. OK. Moi, c'est plus des véhicules pour me promener. Dans le fond, c'est des véhicules que je me promène avec et qu'on fait des shows de temps en temps. Michel, je te remercie beaucoup d'avoir présenté ton Camaro. La semaine prochaine, tu me présentes ton Plymouth 46. Version hot rod. C'est ça. Nous, on se revoit la semaine prochaine avec Michel Blanchard.
La suggestion cinéma de Nicolas Vincent Poirier cette semaine semble être très unique et très originale. On parle du film Locke, sorti en DVD. Bonjour Nicolas. Bonjour, ça va bien? Oui, écoute, tu m'en parlais un peu de l'histoire et puis comment que ça avait été tourné. Je suis vraiment, traumatisée. C'est la première fois que j'entends ça. C'est un tournage assez spécial. Et ce qui est dommage, c'est que le film Locke, on n'a pas eu la chance d'avoir une grosse sortie ici. Il est disponible en DVD, il est disponible sur iTunes aussi. Et c'est une histoire très particulière parce que ça se passe uniquement dans une voiture, dans une BMW. Donc, je suis sûr qu'ils ont réussi à avoir une commandite de BMW pour ça. Mon type de film, tu sais, Nicolas, quand Oui. c'est dans un espace restreint, moi, j'adore ça. Et ça se passe uniquement dans une voiture et c'est l'histoire d'un homme qui est entrepreneur en construction. On comprend qu'il est spécialisé dans le ciment, que le lendemain, il y a une espèce de grosse coulée de ciment qui doit se faire, la plus grosse de l'histoire de l'humanité. Quelque chose d'énorme, c'est juste lui qui est capable de le faire. Mais la soirée avant cette opération-là, il quitte tout. Il appelle son boss puis il dit non, je rentre pas. Il appelle sa femme, il dit non, je rentre pas à soir. Parce qu'il doit partir à l'hôpital pour assister une femme qui porte son enfant. Mais personne ne le sait. OK, donc là, ça traîne, ce suspense-là, pendant un petit bout de temps. Ça traîne, c'est au début du On film le quand sait même. rapidement, on quand l'apprend, même. je suis pas en train de dévoiler le punch. Oui. Mais c'est ça, on apprend ça au début et lui, il doit gérer tout ça. Il doit gérer son patron d'un côté qui est absolument furieux et que c'est une catastrophe. D'un autre côté, il essaie d'expliquer à son assistant au téléphone comment bien faire sa job, ce qui a à peu près aucun sens. D'un autre côté, il doit expliquer ça à sa femme, parler à son fils, puis en même temps, il y a la femme qui va accoucher de son enfant qui est assez hystérique, qui n'arrête pas d'appeler parce que là, elle a peur, elle demande quand est-ce qu'il va arriver. Et lui, il doit tout gérer ça au volant de sa belle BMW pendant qu'il se rend à Londres. Donc, il passe d'une conversation à l'autre comme ça avec tous ces personnages-là. Exactement. Donc, on entend seulement leur voix à eux. Oui, tout à fait. On les voit jamais. On les voit jamais. C'est uniquement dans la voiture que ça se passe. Un petit peu comme le film Buried en 2006 avec Ryan Reynolds. Ça se passe uniquement dans Oui. dans un cercueil, oui. Là, C'est ça ça. commence tout de suite dans la voiture. Il n'y a pas de préambule. Il y a un plan où on le voit marcher à la voiture, puis après ça, c'est uniquement dans l'auto. Et ce qui est assez spécial, c'est que le film a été tourné, en tout cas pour Tom Hardy, celui qui interprète le seul et unique personnage qu'on voit. Qui offre une magnifique performance en passant. Il est excellent, il est vraiment excellent. Il a tourné ça en 8 jours, 2 fois par soir. C'est-à-dire que chaque fois, ils ont tourné d'un seul coup tout le film au complet. Et dans une chambre d'hôtel, les acteurs, ceux qui interprètent les voix de sa femme, de son patron puis de d'autres personnes, eh bien, ils appelaient un après l'autre et ils étaient tous dans une chambre d'hôtel. Donc, c'est assez spécial. C'était coordonné comme une pièce de théâtre et la voiture était sur un espèce de gros towing. Et là, imagine, toi, t'es en auto, et là, tout à coup, tu vois un towing avec une BM, il y a Tom Hardy dedans qui est au téléphone puis qui a l'air en panique une fois de temps en temps. C'est assez spécial, ça. Donc, il devait apprendre le texte d'un bout à l'autre. Oui, tout à fait. Même Comme une principe. pièce de théâtre. Pareil comme une pièce de théâtre. Mon Dieu, Seigneur, c'est épouvantable, ça. Et puis, il y avait 3 plans de caméra, tu disais. Il y avait 3 caméras. Je présume qu'ils ont changé pas mal à chaque fois pour avoir différents plans, parce que visuellement, c'est très beau comme film, même si ça se passe uniquement dans une voiture. Et dans le film, son personnage a le rhume. C'est que, bon, il n'arrête pas de se moucher, mais ce qui se passe, c'est que dans la vraie vie aussi, il y avait le rhume. Il ne pouvait pas contourner ça. Tu sais, tu passes 1h30 dans l'auto à faire un rôle, tu vas te moucher. Ils ont juste mis ça dans le scénario. Mon Dieu, mais il y avait quand même droit à l'erreur. J'imagine, avec le montage, ils peuvent camoufler ça, mais c'est quand même tout un défi. Écoute, ils l'ont tourné 16 fois en tout. C'est ça, 2 fois par soir pendant 8 soirs. C'est ça. Donc, ils ont pris évidemment les meilleurs moments pour chaque plan. Mais quand même, c'est un film à découvrir. Il faut vraiment embarquer dedans. C'est sûr que si vous n'avez pas du tout aimé le film Buried en 2006, pas sûr que vous allez aimer celui-là. C'est pas pour les amateurs de films d'action avec des explosions et des poursuites de voitures. C'est plus comme pour ceux qui aiment les exercices de style, drame psychologique. Oui, et tout mais ça. c'est vraiment intéressant. Quand j'ai commencé à le regarder, au bout de 5 minutes, j'ai compris. Ça va, j'étais dans l'auto, puis OK, je l'ai déjà vu. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas de budget? Mais non, en même temps, il y avait le budget. Il y a Tom Hardy qui joue dedans. Et là, le scénario est vraiment excellent. Et celui qui a réalisé ça, Steven Knight, c'est un scénariste à la base qui est en train d'écrire World War Z 2. Et il est excellent comme scénariste et on le voit avec ce film-là. Vraiment, il va y avoir World War Z 2. Ah. Oui.
Eh bien, merci beaucoup, Nicolas. Locke, Oui. disponible en DVD maintenant. Oui. Merci beaucoup, Nicolas. Mais voilà qui conclut notre émission pour cette semaine. Vous êtes à la tête d'une entreprise, un commerce, une association, une fédération, un regroupement et vous aimeriez faire parler de vous dans notre émission Laval et compagnie. Rien de plus facile. Oui, il y a deux façons. Tout d'abord, par téléphone au 450-973-8005 ou par courriel à info@commercial-tvrl.ca. Si vous désirez revoir ou partager nos émissions sur le web, prenez note que les émissions sont toutes en ligne à tvlaval.com ou sur YouTube. Bien, merci à tous nos invités, nos chroniqueurs, l'équipe de recherche, de réalisation et de production. Et n'oubliez pas qu'une ville, peu importe sa taille, ce qui la garde vibrante et vivante sont ceux et celles qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. Rendez-vous la semaine prochaine? Oui, merci Eric. Pour une autre émission de Laval et compagnie. Bye tout le monde.